Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Quatre personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans le sud et dans la plaine de la Bekaa. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des sites de fabrication d'explosifs et de missiles appartenant au Hezbollah, accusé de vouloir reconstituer ses forces malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. Ces frappes surviennent alors que les autorités libanaises subissent de fortes pressions internationales, notamment américaines, pour désarmer le Hezbollah. Son chef, Naïm Qasem, a rejeté ces appels, estimant qu'il revenait à servir le projet israélien. Un nouvel épisode de tension qui illustre la fragilité de la trêve et la persistance du bras de fer entre Israël et le Hezbollah. Mais au Liban, il y a toujours du beau et du positif. À la jonction du cinéma et de l'environnement, un festival, RIF. Et au cœur de ce festival, les jeunes du Akkar, l'un des gouvernorats les plus marginalisés du Liban. Ils sont les ambassadeurs du festival RIF et par le cinéma, l'art et la culture, ils redonnent vie à leur village, racontent leur réalité et brisent l'isolement de cette région longtemps oubliée. Leur participation illustre une jeunesse déterminée à transformer son territoire en espace de créativité, de dialogue et d'espoir, alors que le Liban traverse de multiples crises et défis. Leur initiative apporte une note d'espoir et un souffle de créativité dans un tableau souvent marqué par l'incertitude. Grâce à ce programme, j'ai pu non seulement découvrir la richesse naturelle de notre région à travers les randonnées et les ateliers qu'on a fait, mais aider à sensibiliser mes amis, mes camarades et ma famille à propos de la nature et son importance. Le projet sensibilise à l'environnement et à la culture et offre un espace aux jeunes pour exprimer les problèmes de la région. Cela fait depuis début octobre qu'on s'est engagé dans des différentes activités, notamment de la théâtre, le montage des vidéos et l'éloquence. Et grâce à Rif, j'ai eu la chance de rencontrer le loup, qui est un animal souvent mal entendu et malheureusement injustement chassé dans ma région. Mais en le découvrant de plus en plus après, j'ai été frappé par sa beauté, par son intelligence et par l'équilibre qu'il apporte à la nature. Cette rencontre a complètement changé ma perception et c'est ce qui m'a inspiré à réaliser un film pour montrer que le loup n'est pas une menace, mais un être essentiel, majestueux et digne de respect dans notre nature et qu'on doit respecter vraiment et qu'on doit arrêter de chasser. Ce projet a un impact significatif sur la société. Il contribue à éveiller les gens à la biodiversité, à la nature et aux dangers auxquels elle fait face. Et tout cela répond au manque de conscience et de connaissance chez les gens par rapport à ces sujets-là. Et j'espère qu'en tant qu'ambassadeur, que nous pouvons faire un changement. J'ai acquis de nouvelles compétences comme comment faire des films, comment faire du montage, poser une voix ou ce qui est appelé voice-over en anglais, comment écrire et lire des histoires. Et enfin, j'ai redécouvert la nature autour de moi car j'ai exploré de nouveaux sentiers, j'ai appris à guider des randonnées dans la nature et juste à voir mon environnement d'un autre regard. L'ONU a annoncé que 1373 Palestiniens qui attendaient de l'aide ont été tués depuis la fin de mai. Une annonce qui résonne en accord parfait avec un rapport explosif de Human Rights Watch. Ce rapport accuse Israël d'avoir transformé l'aide humanitaire à Gaza en piège mortel pour les civils. L'ONG dénonce un système de distribution défaillant et militarisé mis en place par l'armée israélienne avec le soutien des États-Unis qui aurait provoqué de véritables bains de sang. Entre le 27 mai et le 31 juillet, au moins 859 Palestiniens auraient été tués en tentant d'accéder à la nourriture, la plupart par des tirs de l'armée israélienne selon l'ONU. Human Rights Watch accuse Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre en bloquant l'aide et en tirant sur des civils affamés. Elle appelle la communauté internationale à faire pression pour lever les restrictions et abandonner ce mécanisme.
Ni le gouvernement ni l'armée israélienne n'ont encore réagi à ces accusations. L'Iran rejette fermement les accusations occidentales de tentatives d'assassinat et d'enlèvement à l'étranger. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghai, a qualifié ces accusations de sans fondement et de mensonges éhontés, dénonçant une campagne d'iranophobie orchestrée par Washington et ses alliés. Les États-Unis, rejoints par une douzaine de pays européens et le Canada, avaient accusé les services de renseignement iraniens de chercher à tuer, kidnapper ou harceler des individus en Europe et en Amérique du Nord. L'Iran estime que ces accusations visent à détourner l'attention de ce qu'il appelle le génocide en Palestine occupée, en référence à la guerre en cours à Gaza. Aucune précision n'a été donnée sur les cibles ni sur le lieu de ces supposées tentatives. En Suède, le djihadiste suédois Osama Kreyem, déjà condamné par les attentats de Paris et de Bruxelles, a été condamné à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du pilote jordanien Mouad Al-Kassasiba, brûlé vif dans une cage par l'organisation État islamique en 2015. Le tribunal de Stockholm, premier au monde à juger ce crime de guerre, a estimé que Kreyem avait joué un rôle déterminant dans l'exécution, filmée et diffusée par l'État islamique. La décision a été saluée en Jordanie. Le porte-parole du gouvernement a qualifié le verdict de pas significatif vers la justice et la famille du pilote a remercié la Suède pour son impartialité. Oussama Kreyem, 32 ans, devra être renvoyé en France fin décembre où il purge déjà de lourdes peines liées aux attentats de 2015 et 2016. Ce jugement marque une étape majeure dans la lutte contre l'impunité des crimes de guerre de l'État islamique. En Ukraine, le mois de juillet a été marqué par un record de frappes de drones russes depuis le début de l'invasion en 2022. Selon une analyse de l'AFP, Moscou a lancé 6297 drones longue portée au cours du mois, soit une hausse de 16% par rapport à juin. La Russie a également tiré près de 200 missiles, intensifiant les bombardements qui frappent désormais presque chaque nuit. Une des dernières attaques meurtrières sur Kiev a fait 31 morts, dont 5 enfants, l'une des pires frappes contre la capitale depuis le début de la guerre. Malgré des pourparlers directs, aucun progrès vers un cessez-le-feu n'a été enregistré. Donald Trump, qui a fixé un ultimatum à Vladimir Poutine, menace de sanctions supplémentaires si la guerre ne cesse pas rapidement. Et face à cette escalade, l'Ukraine continue d'appeler ses alliés à lui fournir davantage de systèmes de défense anti-aérienne, comme les batteries Patriot, jugées essentielles pour contrer ces frappes massives. Camper à Paris, ça peut sembler insolite et pourtant, en plein cœur du bois de Boulogne, un camping attire chaque année des milliers de visiteurs étrangers et français. À quelques minutes seulement de la Tour Eiffel, familles et voyageurs posent leur tente, leur van ou louent un chalet pour une parenthèse champêtre au cœur de la capitale. Sous les platanes du bois de Boulogne, à 2 pas du centre de Paris, c'est une autre ambiance que découvrent ces vacanciers. Ici, les bruits des voitures se mêlent aux rires des enfants, loin de l'agitation de la capitale. Gabrielle est une vacancière néerlandaise. Elle raconte « Nous allons ensuite en Suisse et en Italie, mais notre fille voulait absolument voir Paris. On aime camper, alors on a été surpris de voir un camping à Paris. Depuis ce site de 7 hectares, les attractions touristiques sont accessibles en navette et en métro. L'Arc de Triomphe et le Trocadéro ne sont qu'à quelques kilomètres. Gunther, un vacancier allemand, affirme « On préfère le camping, c'est plus tranquille qu'un hôtel, surtout avec un enfant. Et on connaît cet endroit, nous y étions venus il y a 20 ans. » Créé dans les années 50, rénové il y a une dizaine d'années, le seul camping intramuros de Paris propose plus de 300 emplacements, mais aussi 120 chalets et roulottes. De Pâques à la Toussaint, il affiche presque complet. Nicolas Rousseau, le directeur du camping, souligne
On représente une vraie alternative économique. Les hôtels à Paris dépassent souvent 200 € la nuit. Ici, un emplacement coûte 40 € et un chalet entre 150 et 200 € pour une famille. Richard, un vacancier français, déclare « On savait qu'on ne trouverait pas d'hôtel dans notre budget. Le camping, c'est un bon compromis. » Les campeurs profitent de ce coin de verdure insolite, une parenthèse champêtre au cœur de la ville la plus visitée du monde. Et dans notre page culturelle, l'opéra de Carmen. Sous les colonnes millénaires de Baalbek, l'opéra Carmen de Bizet a résonné avec puissance et émotion. Dans le cadre du Festival international, des voix venues du monde entier ont redonné vie à ce chef-d'œuvre, offrant au public une soirée où patrimoine antique et art lyrique se sont rencontrés dans un décor grandiose. C'est la habanera, le fameux air qui circule sur les réseaux sociaux et qui a révolutionné le monde de l'opéra. Il y a 150 ans, le compositeur français Georges Bizet adapte Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée, en pièce d'opéra. Critiqué par le public français, Carmen est un vrai fiasco. Ce n'est que quelques mois après, à la mort de Bizet, que l'histoire de la bohémienne rebelle séduit l'opéra en Autriche et en Allemagne. Un siècle et demi plus tard, le festival de Baalbek honore la mémoire de Bizet avec une Carmen à la libanaise qui a enchanté le temple de Bacchus. Pendant 3 heures, près de 2000 personnes étaient scotchées à leur siège, fascinées par l'histoire de cette Andalouse rebelle, séductrice et enchanteresse. Une pièce dirigée par Georges Tahla avec le chœur de l'université Antonine sous la direction du père Tofir Mantou. Artistes français, roumains et libanais ont fait voyager le public à Séville en 1975 dans l'univers andalou de Carmen qui se fait désirer, ensorcelle et se fait tuer. Et en note finale, nous vous emmenons au Vatican. Au Vatican où l'évangélisation passe désormais aussi par Instagram, TikTok ou YouTube. Des prêtres, des religieuses, des laïcs investissent les réseaux sociaux pour parler de foi, toucher les jeunes et casser les codes. Un jubilé inédit de missionnaires numériques s'est tenu cette semaine à Rome. Col romain, manches courtes et tatouages apparents, le père Giuseppe Fussari est bien loin du cliché du prêtre traditionnel. Depuis Brescia, dans le nord de l'Italie, il évangélise sur Instagram. Avec ses 63 000 abonnés, il partage la parole de Dieu, mais aussi parfois des vidéos de son chihuahua. Il insiste: tout le monde est sur les réseaux, alors l'Église doit y être aussi. C'est une mission à part entière. Le Vatican accueille cette semaine un événement inédit, le jubilé des missionnaires numériques. Des centaines d'influenceurs catholiques venus du monde entier, religieux et laïcs, se retrouvent pour échanger, prier et réfléchir à l'avenir de l'évangélisation en ligne. Parmi eux, sœur Albertine, religieuse française de 29 ans, star de TikTok et d'Instagram, cumule plus de 320 000 abonnés. Son style, un ton simple, des vidéos courtes et dynamiques, souvent tournées dans son quotidien. Elle déclare « Le but, c'est de sortir de la bulle catho, de parler à tout le monde, croyant ou pas, et d'apporter un peu d'espérance. » Sur son compte, on trouve des conseils pour lire la Bible, des prières accessibles, mais aussi des messages adressés à ceux qui doutent. Même des laïcs s'engagent. Francesca Parisi, enseignante du sud de l'Italie, convertie tardivement, utilise TikTok pour déconstruire les clichés sur les catholiques. Elle affirme « Je m'adresse surtout à ceux qui se sont éloignés de l'Église. J'essaie de leur parler avec les mots d'aujourd'hui. » Point d'orgue de ce jubilé, une messe dans la basilique Saint-Pierre. Sous les caméras et les téléphones, le pape Léon XIV les encourage. Avec ses 14 millions d'abonnés, le pape est lui aussi un influenceur. Il appelle à nourrir les réseaux sociaux d'espérance chrétienne tout en restant prudent sur les dérives possibles. Le cardinal Tagle le souligne, le plus grand influenceur c'est Dieu, mais attention, les réseaux peuvent être nuisibles. Pour l'instant, le Vatican n'a pas encore fixé de règles précises, mais une chose est sûre, l'Église veut écrire avec ses missionnaires connectés une nouvelle page d'évangélisation. C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.